Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Immigration et terrorisme en Afrique du Nord, la sécurité face à des défis structurels et des risques en hausse. États-Unis, la Cour suprême autorise Trump à lever la protection juridique de 500 000 migrants. Sahara marocain emboîtant le pas à la France, l'Espagne et les États-Unis, le Royaume-Uni considèrent le plan d'autonomie comme la base la plus crédible. Enfin, John Bolton, l'Algérie refait appel à l'ange déchu de la diplomatie américaine pour continuer son lobbying pro-Polisario. Nous ouvrons cette édition par les inquiétudes grandissantes en Afrique du Nord où les réseaux de traite des êtres humains et les activités terroristes continuent de compromettre la stabilité régionale. Exploitant la vulnérabilité des migrants et la porosité des frontières, ces groupes criminels opèrent dans un climat d'impunité croissante. Les experts en sécurité alertent sur l'existence d'un lien préoccupant entre la migration irrégulière et les mouvements extrémistes actifs au Sahel et en Afrique du Nord, soulignant que les risques dépassent désormais le cadre humanitaire pour relever de véritables enjeux stratégiques de dimension mondiale. Dans un autre registre, les États-Unis connaissent un tournant majeur en matière de politique migratoire. Dans une décision qualifiée d'historique, la Cour suprême a validé l'initiative de Donald Trump visant à mettre un terme à la libération conditionnelle accordée à certaines catégories d'immigrants. Ce jugement s'inscrit dans un débat plus large sur le contrôle des frontières, les intérêts nationaux et la redéfinition du positionnement américain sur la question migratoire. Un débat dont les répercussions se feront sentir à l'échelle internationale, notamment dans les pays situés sur les principales routes migratoires. Enfin, sur la question du Sahara, dans une tribune polémique publiée pendant le Washington Post, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, semble remettre en cause le consensus international croissant autour du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Ces déclarations ont suscité une vague de critiques, d'autant plus qu'elles coïncident avec une séquence diplomatique favorable à Rabat. En effet, le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité, a officiellement exprimé son soutien à l'initiative marocaine, rejoignant ainsi les États-Unis et la France dans ce que plusieurs observateurs qualifie d'avancée diplomatique majeure pour le Royaume. Pour discuter de ces sujets, nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Norman Rowell, conseiller principal non résident au sein du projet sur les menaces transnationales du Centre d'études stratégiques et internationales, fort d'une carrière de 34 ans à la CIA. Il a dirigé plusieurs programmes majeurs sur le Moyen-Orient. À ses côtés, William Lawrence, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'American University School of International Service. Ancien diplomate, il apporte une expertise précieuse sur les dynamiques géopolitiques régionales. Dans la seconde partie de l'émission, nous serons rejoints par Ahmed El-Sharawi, analyste à la Fondation pour la défense des démocraties, spécialiste des affaires du Moyen-Orient et de l'ingérence iranienne dans le monde arabe. Ces analyses sont régulièrement publiées dans divers médias internationaux. Avec nous également en visioconférence, Ilan Berman, avocat américain, analyste politique et vice-président d'American Foreign Policy Council. Ses travaux portent principalement sur les enjeux de sécurité régionale au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Russie. Enfin, nous sommes heureux de retrouver notre chroniqueur Chris LaPetina, directeur de Focus Consulting, stratège politique. Chris collabore avec le Parti démocrate. Alors avant d'entamer notre discussion, tournons-nous vers notre correspondante Sholok Diab qui nous apporte un éclairage sur les menaces que font peser les réseaux terroristes et les filières de traite des êtres humains sur la sécurité et la stabilité des États d'Afrique du Nord. Nous vous écoutons, Sholok.
Au cœur de la région sahélo-saharienne, aux portes de l'Europe et de l'océan Atlantique, une crise multiforme s'aggrave, menaçant gravement la stabilité de l'Afrique du Nord et la sécurité internationale. Il s'agit de la crise du trafic d'êtres humains et de la migration irrégulière, qui s'est transformée en une économie parallèle dangereuse, alimentant les organisations terroristes, les groupes armés et les milices séparatistes. Ces réseaux criminels s'appuient sur des filières de contrebande sophistiquées, s'étendant du Niger et du Mali jusqu'aux côtes européennes, en passant par Tindouf, dans le sud de l'Algérie, et la Libye. Tout au long de ces routes périlleuses, les migrants, notamment les femmes et les enfants, subissent des conditions d'exploitation inhumaines, faites de violences, d'extorsion, d'abus sexuels et de travail forcé. Plus inquiétante encore, sous les ramifications de ce trafic, dans le financement du terrorisme, l'achat d'armes et le recrutement de nouveaux combattants. L'Organisation des Nations Unies, parmi d'autres instances internationales, a lancé de multiples alertes face à cette dangereuse convergence entre crime organisé et extrémisme violent, redoutant l'émergence de zones de non-droit propices à l'instabilité chronique et à la rébellion. Cette menace dépasse largement les frontières du Sahel. Elle s'étend à l'Afrique du Nord et atteint les portes de l'Europe, suscitant de vives inquiétudes quant à la possible infiltration d'éléments extrémistes dans les flux migratoires. Face à ce fléau, les pays du Maghreb, et en particulier le Maroc, qui se distingue par une approche humaniste et équilibrée de la question migratoire, sont en première ligne. Des voix s'élèvent pour appeler à un renforcement de la coopération régionale, à la modernisation des dispositifs de contrôle aux frontières et à l'intensification du travail conjoint en matière de renseignement. Toutefois, ces efforts sont entravés par l'intransigeance des autorités algériennes et par les liens troubles qu'entretiennent certains responsables militaires influents avec des groupes armés opérant dans la région. La lutte contre la traite des êtres humains, le narcotrafic et la migration illégale ne relèvent plus uniquement de l'humanitaire. Elle constitue désormais un enjeu sécuritaire majeur, exigeant une réponse internationale urgente, fondée sur une approche intégrée, alliant sécurité, développement et respect des droits humains. Le Maroc, à travers sa diplomatie et ses actions concrètes, continue de plaider pour cette vision globale, indispensable à la consolidation de la paix et de la stabilité régionale. Bien, merci Cholour. Alors échangeons tout d'abord avec Chris Lapetina. Chris, dans quelle mesure les réseaux de trafiquants d'êtres humains opérant en Afrique du Nord sont-ils parvenus à infiltrer les frontières nationales et à contourner les dispositifs de sécurité dans la région ? La région du Sahel représente un défi sécuritaire constant, non seulement pour le Maroc et ses voisins, mais également pour les États-Unis. Il s'agit d'une problématique que nous devons examiner avec la plus grande attention en tant qu'acteurs engagés sur la scène américaine. Une situation comparable se manifeste également aux États-Unis, où les cartels mexicains de la drogue organisent le passage clandestin de personnes à travers nos frontières, constituant ainsi une menace directe pour notre sécurité nationale. Cette convergence de préoccupations frontalières renforce naturellement les liens stratégiques qui nous unissent au Maroc. C'est d'ailleurs ce qui confère à cette émission une importance toute particulière à mes yeux, car nous partageons de nombreuses priorités communes avec les Marocains. Tout à fait. Norman Rule, dans quelle mesure les migrants vulnérables sont-ils exploités par les réseaux criminels opérant au Sahel en Afrique du Nord? Et quelles stratégies régionales sont actuellement déployées pour les prémunir contre ces menaces? Il s'agit là d'une problématique majeure qui ne cesse de s'aggraver. Les migrants vulnérables se trouvent exposés à des périls extrêmes alors qu'ils traversent des zones géographiques marquées par une instabilité chronique, une absence criante de gouvernance. Ces régions, traversées par des frontières poreuses, sont le théâtre d'activités illicites, menacées par une constellation de milices, de groupes terroristes, de gangs criminels et d'entités hybrides qui coopèrent fréquemment dans le cadre de trafics, d'enlèvement, d'exploitation sexuelle ou encore de recrutement forcé à des fins terroristes. Les migrants pris dans cet engrenage deviennent alors les victimes de ces logiques brutales. Face à cette réalité, la réponse régionale
demeure d'une grande complexité, d'autant que les défis se sont multipliés ces dernières années. L'implication d'acteurs internationaux tels que les Nations Unies, l'Union européenne et les gouvernements des États concernés s'avère indispensable. Des efforts sont en cours pour mettre en place une stratégie africaine commune, intégrée et coordonnée. Toutefois, cette démarche se heurte à des obstacles, notamment le retrait de certains pays des organisations régionales, affaiblissant des structures comme la CEDEAO et réduisant leur capacité d'action. Dans ce contexte, il convient de souligner l'approche proactive adoptée par le Royaume du Maroc. Dès 2006, le Maroc a mis en œuvre une politique migratoire novatrice, fondée sur une coopération tripartite avec l'Europe, les pays d'Afrique de l'Ouest et les Nations Unies. Cette politique repose sur une vision à long terme intégrant la planification stratégique des ressources, la sécurisation des zones frontalières et la promotion d'une gestion ordonnée, humaine et responsable des flux migratoires. Cette politique repose également sur la lutte contre la traite des êtres humains, le développement local et la création de voies migratoires légales. Il convient de souligner que le Maroc s'illustre également par son engagement actif en s'appuyant sur des politiques équilibrées et cohérentes telles que celle évoquée par Norman, qui a également soulevé la question fondamentale du financement. Alors, William Lawrence, pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet ? Votre question contient déjà en elle-même une partie de la réponse, dans la mesure où ces groupes tirent effectivement des revenus considérables de leurs activités illicites. Mais j'aimerais insister sur un élément encore plus préoccupant que celui mentionné par Norman. Il s'agit des enlèvements qui connaissent une recrudescence alarmante. Ces actes d'une extrême violence se multiplient désormais en dehors du territoire marocain, notamment en Tunisie et en Libye, où les migrants sont victimes de rapts et d'exploitation sexuelle à une échelle difficilement concevable. First of all, the trafficking is embedded in informal economy, and the informal economy is the economy of these regions. So the same Toyota, right, that might be smuggling migrants or Permettez-moi de souligner deux points essentiels à ce sujet. Premièrement, la traite des êtres humains s'est insérée dans le tissu de l'économie informelle, qui constitue désormais de facto l'économie dominante dans plusieurs régions. Les mêmes véhicules tout-terrain utilisés un jour pour le passage clandestin de migrants ou d'armes servent le lendemain au transport de nourriture ou de médicaments. Tant que les États concernés ne parviendront pas à exercer un contrôle minimal sur leur économie locale, il sera extrêmement difficile de démanteler durablement les réseaux de traite. Deuxièmement, la prolifération des trafics et des activités terroristes a contribué à l'instabilité institutionnelle, menant à une série de coups d'État militaires dans plusieurs pays de la région. Une rhétorique anti-occidentale s'est installée, accusant l'Europe et en particulier son passé colonial d'être à l'origine des difficultés actuelles. Dans ce contexte, de nombreux pays africains cherchent désormais à récupérer la maîtrise de leurs ressources naturelles dans l'espoir de devenir économiquement souverains. Ce n'est qu'en traitant ces questions de manière globale et en collaborant avec les partenaires internationaux à l'image du Maroc et de sa politique migratoire humaniste qu'une solution durable pourra être envisagée à l'échelle régionale, voire mondiale. Begin to have an international solution to this international problem. But right now, it's getting worse. It's not getting better because of that lack of international cooperation. Norman, Bill a évoqué les coups d'État successifs et l'instabilité qui frappe le Sahel et l'Afrique subsaharienne, ainsi que la situation d'effondrement institutionnel en Libye et les défis persistants auxquels le Mali est confronté. Dans quelle mesure ce climat contribue-t-il à la montée de l'extrémisme dans la région ? Bon, il convient d'adopter une lecture lucide de la situation. La région du Sahel est aujourd'hui l'épicentre du terrorisme sur le continent africain. En 2024, elle a concentré à elle seule près de 55% des assassinats liés à des actes terroristes en Afrique. Cette escalade s'inscrit dans un contexte de grande fragilité étatique.
marquée par l'effondrement des capacités de contrôle aux frontières, la prolifération des milices armées et l'enracinement de réseaux criminels opérant dans des zones de non-droit. Ces groupes, parfois impliqués dans des formes d'expérimentation humaine, prospèrent dans un vide sécuritaire aggravé par l'absence de coordination régionale. Comme l'a souligné William Lawrence, le retrait récent de plusieurs États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fortement affaibli les mécanismes de coopération régionale, rendant plus difficile l'échange de renseignements, la coordination diplomatique, l'assistance technologique et même l'aide financière, notamment avec des partenaires clés comme les États-Unis et la France. Dans ce contexte, la recrudescence des violences terroristes n'est guère surprenante. Par ailleurs, la présence accrue de forces russes sur le terrain, succédant au groupe Wagner dans certains pays, soulève de nouvelles inquiétudes. Au Mali, par exemple, on recense près d'1 millier d'éléments russes, dont les activités se concentrent principalement sur l'exploitation minière. Ces forces, souvent accusées de brutalité envers les populations civiles, semblent incapables de contenir l'emprise des groupes armés. Un épisode marquant fut l'embuscade meurtrière ayant coûté la vie à 82 soldats russes l'année dernière. En parallèle, leur présence alimente indirectement l'économie informelle et, selon certains observateurs, favorise même l'enrôlement de civils dans des réseaux criminels et terroristes. William, comme l'a souligné Norman, les États sont soumis à de fortes pressions dans leur tentative de concilier d'une part la préservation de leur sécurité nationale et d'autre part leur devoir de protection envers les migrants aspirant à une vie meilleure et à de nouvelles opportunités. Comment ces pays parviennent-ils à gérer cette équation complexe? De manière générale, la situation reste préoccupante. Toutefois, il convient de souligner que le Maroc s'est distingué comme un acteur pionnier en la matière, en accordant aux migrants le droit de séjour et en leur ouvrant l'accès à des opportunités d'emploi, ce qui a dans une large mesure contribué à atténuer la problématique migratoire sur son territoire. Le renforcement du contrôle des frontières marocaines a cependant eu pour effet collatéral de rediriger les flux migratoires vers d'autres pays où la gestion de la situation a souvent été inadéquate. En Algérie, en Tunisie, en Libye et dans d'autres pays du Sud, les migrants sont encore fréquemment placés en détention ou contraints de traverser des frontières de manière forcée, ce qui les expose à des formes accrues d'exploitation. Dans certains cas, ils deviennent les victimes d'expériences inhumaines orchestrées par des réseaux criminels. Ce climat chaotique révèle que la solution ne réside pas uniquement dans la qualité de la gouvernance politique ou dans la performance économique locale. En réalité, lorsque les populations ont le sentiment que leurs gouvernements prennent véritablement en considération leur bien-être et que des progrès tangibles sont réalisés, cela suffit souvent à tarir les sources d'embrigadement dans la criminalité ou l'extrémisme. Comme l'a justement indiqué Norman, une coopération régionale renforcée est indispensable. Il importe également de redéfinir notre perception des migrants en reconnaissant leur dignité et leur humanité dans toute stratégie de réponse. Norman Rowell, penchons-nous sur la politique migratoire du Maroc. Le Royaume semble avoir trouvé un équilibre judicieux entre la gestion de ses frontières sud et la lutte contre les menaces terroristes. Alors, quelles sont concrètement les mesures mises en œuvre par Rabat dans ce domaine? Pensez-vous qu'il serait envisageable, comme l'a suggéré William, d'élargir cette approche à d'autres contextes régionaux? Par ailleurs, quelles alternatives ou stratégies complémentaires pourraient être explorées pour renforcer cette dynamique? William Lawrence a tout à fait raison. Une approche pan-gouvernementale s'impose face à ces défis complexes. Le Royaume du Maroc s'est distingué à cet égard en mobilisant des services de renseignement hautement performants pour sécuriser ses frontières. Parallèlement, il a mené une action résolue contre les discours extrémistes, souvent importés en développant des contre-narratifs adaptés. Le Maroc s'est également engagé dans une coopération étroite, non seulement avec les Nations Unies, les États-Unis et l'Union européenne, mais aussi avec ses voisins immédiats, ce qui traduit une volonté de gouvernance intégrée et coordonnée. En outre, le Royaume du Maroc a su favoriser
favoriser un développement local qui profite à la fois aux citoyens marocains et aux migrants, leur garantissant un traitement digne et des perspectives socio-économiques réelles. Ce modèle de société inclusive constitue une référence. Toutefois, comme l'a souligné William Lawrence, certains États ont tendance à adopter de manière fragmentaire les éléments de cette politique, sans saisir la cohérence d'ensemble. Bien, alors après avoir abordé la situation au Sahel en Afrique subsaharienne, je vous propose maintenant de revenir aux États-Unis où une décision judiciaire majeure vient d'être rendue publique. Le Washington Post a récemment publié un article intitulé « La Cour suprême se range du côté de Trump dans la révocation de la libération conditionnelle de 530 000 migrants ». Alors je vous propose une relecture de cet article. Dans un contexte de vive tension autour de la politique migratoire des États-Unis, le Washington Post a publié un article intitulé « La Cour suprême confirme la révocation par Trump de la libération conditionnelle de 530 000 immigrants ». L'article rapporte qu'une Cour suprême profondément divisée a temporairement autorisé l'administration Trump à annuler le statut juridique provisoire de centaines de milliers de ressortissants originaires du Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Ces migrants avaient été admis sur le territoire américain avec la possibilité d'y résider et d'y travailler légalement, le temps que leur dossier soit examiné. Le journal souligne qu'il s'agit là de la deuxième décision rendue ce mois-ci permettant à l'exécutif de mettre fin à des dispositifs accueillant des migrants ayant fui des zones de guerre ou de graves crises économiques, et ce, malgré les procédures judiciaires toujours en cours concernant ces politiques. La Cour a également autorisé la révocation des protections temporaires dont bénéficient environ 350 000 ressortissants vénézuéliens, les exposant ainsi à une expulsion imminente. L'article cite également la juge Ketanji Brown Jackson, farouche opposante à cette décision qui a dénoncé une erreur manifeste de la Cour. Elle a mis en garde contre les conséquences humaines et sociales désastreuses qu'entraînerait l'expulsion précipitée de centaines de milliers de personnes, estimant que cela engendrait un chaos économique et social tant aux États-Unis que dans les pays de renvoi. Enfin, le Washington Post conclut en évoquant la réaction des autorités haïtiennes. Le bureau du Premier ministre a déclaré suivre attentivement les décisions de la Cour suprême tout en examinant les mesures à adopter. Le pays traverse une période d'extrême instabilité marquée par une crise humanitaire aiguë. Près de la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire. Des groupes armés contrôlent plus de 85% de la capitale, Port-au-Prince. L'aéroport international demeure fermé et de nombreuses régions sont déjà submergées par l'afflux de personnes déplacées. Chris, quelles sont les conséquences de cette décision sur les enjeux migratoires auxquels sont confrontés les États-Unis? Marc, votre question nous offre l'opportunité d'aborder la politique migratoire américaine. Depuis près de 2 siècles et demi, l'immigration a été une richesse pour les États-Unis dont tous les citoyens ont pu bénéficier. En réalité, le pays s'est toujours distingué en tant que pionnier dans la mise en œuvre d'une immigration bénéfique à l'échelle nationale. Cependant, je suis convaincu que le système actuel montre aujourd'hui de sérieuses défaillances. Les 2 principaux partis politiques transforment la question migratoire en un enjeu partisan, évitant ainsi de prendre les décisions courageuses qui s'imposent. En écoutant les analyses de Norman et Bill, j'ai pu apprécier leur clairvoyance. Peut-être pourrions-nous nous inspirer de l'expérience marocaine, fondée sur une approche globale, pragmatique, dépourvue de jeux politiques et de rhétorique stérile. C'est précisément ce dont l'Amérique a besoin à l'heure actuelle, plutôt que cette dynamique de va-et-vient judiciaire où certaines mesures sont validées et d'autres rejetées. Les États-Unis devraient envisager une politique cohérente et globale, capable de répondre aux défis complexes auxquels un pays de cette envergure est confronté aujourd'hui. Norman, quelles conséquences l'arrêt du programme de libération conditionnelle des migrants en situation irrégulière pourrait-elle avoir sur la sécurité des frontières, sur l'activité des organisations humanitaires et dans quelle mesure risque-t-elle d'aggraver la complexité d'un système politique et institutionnel déjà fragile?
Le modèle politique marocain offre une voie exemplaire pour prévenir de tels désordres. Il importe avant tout d'adopter une approche pan-gouvernementale intégrée. Il convient d'éviter ces risques en renforçant la coopération avec nos partenaires, en ciblant prioritairement les causes profondes des flux migratoires, notamment par une collaboration étroite avec les pays d'origine. Par ailleurs, une sécurité nationale robuste est indispensable pour protéger les frontières américaines, tout en facilitant les voies légales d'immigration, afin d'offrir aux migrants des opportunités fondées sur des motifs légitimes. Il est impératif que les forces frontalières disposent des moyens nécessaires pour agir efficacement lorsqu'elles détectent des cas d'exploitation de migrants par des réseaux criminels. Enfin, la mise en place d'un cadre rigoureux de gestion des organisations gouvernementales et non gouvernementales œuvrant auprès des migrants est essentiel. Un tel dispositif contribuera à bâtir une Amérique forte et solidaire. Bill, en quoi cette décision de la Cour suprême pourrait-elle reconfigurer la perception internationale des États-Unis? Longtemps perçue comme une terre d'asile et d'opportunités, notre pays voit désormais son image remise en question. Alors, quels signaux cette décision adresse-t-elle aux autres nations attentives à l'évolution de la politique migratoire américaine? Le monde est aujourd'hui bien plus attentif à ce qui se passe qu'il ne l'était auparavant. Il semble que la majorité des nations comprennent les enjeux liés aux frontières et aux mouvements migratoires non régulés. Parallèlement, un grand nombre de pays espèrent que l'Occident, et notamment les États-Unis, continueront d'adopter une posture d'ouverture et d'accueil à l'égard des migrants. De nombreuses personnes à travers le monde ont un proche ou une connaissance ayant immigré aux États-Unis et redoutent de le voir expulsé. Nous vivons désormais dans une société mondialisée où chaque décision politique majeure est immédiatement scrutée à l'échelle internationale. À ce propos, j'écoutais récemment le gouverneur de New York rappeler que la statue de la liberté se tient encore debout dans le port, symbole fort de l'accueil traditionnel réservé aux migrants aux États-Unis. C'est précisément cette tradition d'ouverture que nous devons préserver. À deux reprises au cours des 8 dernières années, nous avons frôlé un accord bipartisan sur l'immigration qui aurait permis d'établir une voie d'accès claire et légale pour les migrants, une approche comparable à celle adoptée par le Maroc. Reste encore des efforts à fournir pour surmonter les clivages politiques et écarter les illusions. C'est grâce aux dispositifs migratoires élaborés conjointement par les pouvoirs exécutifs et législatifs que nos aïeux ont pu s'installer aux États-Unis. Nous portons tous en nous des récits familiaux liés à nos origines que nous partageons volontiers avec nos frères marocains. Mais avant de poursuivre, permettez-nous d'adresser nos sincères remerciements à Norman Rule ainsi qu'à William Lawrence pour leur contribution. Nous allons maintenant marquer une courte pause, la suite dans un instant. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Nous avons le plaisir d'être rejoints par Ahmed El-Sharawi ainsi que par Ilan Berman. Alors soyez les bienvenus. Nous allons aborder l'importance du changement notable intervenu dans la position du Royaume-Uni à propos de la question du Sahara. En effet, Londres s'est aligné sur plusieurs autres capitales en reconnaissant le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la solution la plus réaliste et la plus crédible à ce différend. Nous reviendrons également sur la tribune rédigée par l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président Trump, John Bolton, un texte que d'aucuns jugent non seulement excessif dans sa posture, mais également dépourvu d'une analyse rigoureuse des dimensions politiques et historiques du dossier du Sahara. Alors Ahmed Sharawi, commençons par vous. Le Royaume-Uni, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, vient d'apporter son appui à l'initiative marocaine d'autonomie. D'un point de vue diplomatique, quelle est la portée d'une telle décision ? Permettez-moi tout d'abord de dire combien je suis honoré de participer à cet échange. Il me semble que les responsables britanniques ont pris la pleine mesure du succès de la diplomatie marocaine au cours des 5 dernières années. Depuis 2020, nous avons assisté à une dynamique claire amorcée par la reconnaissance des États-Unis, suivie de celle de la France, puis récemment du Royaume-Uni, en faveur du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Celui-ci est désormais considéré par ces grandes puissances comme la solution la plus sérieuse, crédible et réalisable pour le règlement du différend autour du Sahara marocain. La
reconnaissance britannique vient également consolider des relations économiques déjà solides entre Londres et Rabat. Cette reconnaissance ouvre ainsi la voie à de nouveaux investissements britanniques dans les provinces du Sud que le Royaume considère comme partie intégrante de son territoire. D'ailleurs, certaines sources évoquent l'intention du Royaume-Uni d'y investir plus de 5 milliards de dollars dans le Sahara marocain, renforçant encore davantage les liens économiques bilatéraux. Ilan Berman, quelle est selon vous la portée du soutien du Royaume-Uni au processus politique défendu par Rabat concernant la question du Sahara marocain? Je considère que la reconnaissance britannique constitue une avancée diplomatique significative, s'inscrivant néanmoins dans une dynamique plus large de transformation des positions internationales sur la question du Sahara. Au cours des 18 derniers mois, le Royaume du Maroc a fait de la consolidation de la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara une priorité stratégique. Cette orientation s'est traduite par un soutien croissant d'un nombre important d'États, illustré notamment par l'ouverture de nombreux consulats dans les provinces du Sud, et par l'élargissement du cercle des pays apportant un appui explicite à l'initiative marocaine. Dans ce contexte, la position du Royaume-Uni, compte tenu de son poids diplomatique et de son influence sur la scène internationale, revêt une importance particulière. Il ne s'agit nullement d'un revirement isolé, mais bien de la confirmation d'une tendance ascendante vers une reconnaissance accrue de la légitimité des droits souverains du Maroc sur son Sahara. Chris Lapetina, la reconnaissance du Royaume-Uni constitue une avancée diplomatique majeure pour le Maroc. Quelle influence cette décision pourrait-elle exercer sur la position d'autres pays? Quelles sont les probabilités que d'autres nations adoptent à leur tour une posture similaire ou soutiennent explicitement l'initiative marocaine? J'aimerais évoquer le rôle des États-Unis à cet égard. Il me semble légitime d'exprimer une certaine fierté quant au positionnement américain qui a permis de débloquer ce dossier en reconnaissant la justesse constante de la position marocaine. Cette orientation a été amorcée sous la présidence de Donald Trump, puis maintenue et consolidée sous celle de Joe Biden. Il convient de saluer l'engagement des États-Unis et sans doute leur capacité à influencer positivement leurs alliés les plus proches. En définitive, la position du Maroc apparaît comme la plus cohérente et la plus fondée dans ce dossier. Ahmed, pour rebondir sur les propos de Chris, il est indéniable que les États-Unis ont joué un rôle moteur dans ce processus depuis ses débuts. Parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, 3 affichent désormais leur soutien à la position marocaine. Les États-Unis, en tant que précurseurs, ont affirmé leur partenariat stratégique avec le Maroc. Dans ce contexte, peut-on envisager que des puissances comme la Russie et la Chine adoptent à leur tour une position favorable à la souveraineté marocaine? Et si tel en était le cas, quelles pourraient être les répercussions sur les prochaines résolutions des Nations Unies concernant la question du Sahara? Il me semble que nous assistons à une évolution diplomatique de grande portée. Les États-Unis ont été les premiers à ouvrir la voie, mais l'adhésion récente du Royaume-Uni confère à cette dynamique une légitimité accrue. Désormais, il deviendra très difficile pour les opposants à la position marocaine ou pour les pays qui n'ont pas encore soutenu l'initiative marocaine d'autonomie de proposer au Conseil de sécurité des résolutions allant à l'encontre du renforcement de la souveraineté du Maroc. En ce qui concerne les 2 autres membres permanents du Conseil, la Russie et la Chine, il est important de noter qu'ils ne s'opposent pas au plan d'autonomie, bien que leur principal allié en Afrique du Nord, l'Algérie, rejette ce processus. Moscou et Pékin perçoivent le Maroc comme un partenaire stratégique et entretiennent avec lui des relations bilatérales solides. Les récentes évolutions renforcent donc la probabilité qu'une résolution du Conseil de sécurité, qualifiant le plan d'autonomie de solution sérieuse, crédible et réaliste, soit non seulement adoptée, mais aussi exempte de toute objection majeure. Par ailleurs, il convient de souligner que le Royaume-Uni a également appelé les États membres du Commonwealth à reconnaître l'initiative marocaine. Le fait que cette recommandation s'adresse à un groupe de 56 pays illustre l'ampleur du soutien international que le Maroc est en train de mobiliser, marquant ainsi une victoire diplomatique incontestable.
Ahmed, pensez-vous que la position récemment adoptée par le Royaume-Uni puisse exercer une influence sur d'autres membres du Commonwealth, tels que le Canada ou l'Australie? Cette dynamique pourrait-elle être exploitée à l'avenir et selon vous, quelles seraient les voies à privilégier pour consolider la position du Maroc sur la scène internationale? Absolument, il s'agit en effet d'une liste croissante de pays influents dont le soutien contribuera indéniablement à renforcer la légitimité de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. Bien, alors avant d'aborder le dernier volet de cet épisode, examinons ensemble ce rapport qui met en lumière les imprécisions relevées dans l'article de l'ancien conseiller à la sécurité John Bolton concernant la question du Sahara. L'article récemment publié par John Bolton sur la question du Sahara suscite de nombreuses interrogations. Comment un ancien haut responsable américain qui ne s'est jamais rendu à l'Aïoun ni à Dakhla peut-il adopter une position aussi tranchée sur un dossier complexe dont il semble méconnaître les subtilités? Bolton préconise la tenue d'un référendum, omettant de rappeler que le Maroc avait déjà accepté cette option en 1981 lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Nairobi. Ce projet a échoué en raison de désaccords profonds sur les critères du droit de vote, alimentés par les interventions du Front Polisario et de l'Algérie. Par ailleurs, il qualifie la région d'instable, ignorant délibérément les progrès notables réalisés dans les provinces du Sud, qui bénéficient aujourd'hui d'une sécurité durable et d'un développement soutenu appuyé par un investissement annuel avoisinant 2,7 milliards de dollars. Ce fait fondamental est totalement absent de son analyse. Bolton tente en outre d'associer la question du Sahara à une prétendue influence russe ou chinoise en Afrique, une lecture erronée. Le Maroc n'a jamais été un vassal de Moscou ni de Pékin, mais s'est toujours positionné en partenaire souverain tout en demeurant un allié stratégique et historique des États-Unis depuis leur indépendance. De plus, son analyse élude complètement le plan d'autonomie proposé par le Maroc, fondé sur une large concertation avec les populations locales, et passe sous silence les rapports accrédités établissant des liens entre le Front Polisario, l'Iran et le Hezbollah, des connexions sérieuses qu'il est irresponsable d'ignorer. Enfin, tout en appelant à une visite dans les camps de Tindouf, il fait abstraction des nombreux membres du Congrès américain qui se sont déjà rendus dans les provinces du Sud et ont pu constater sur place les avancées significatives. S'il souhaite véritablement contribuer à une solution durable, Bolton devrait commencer par dénoncer la situation inhumaine de plus de 400 000 personnes toujours retenues dans les camps de Tindouf. Bien, il s'agit là d'une analyse rigoureuse et d'une réfutation argumentée des propos tenus par Bolton. Par ailleurs, une réponse à son article a également été publiée sur le site newslooks.com. Alors Ilan, dans cet article, John Bolton remet en cause le consensus international de plus en plus affirmé autour du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Selon vous, quelle pourrait être la véritable motivation derrière cette prise de position polémique et pourquoi choisir précisément ce moment pour soulever une telle controverse? Bon, je ne dispose d'aucune preuve irréfutable du contraire. Mais il convient de souligner que des figures éminentes, telles que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ainsi que de hauts responsables des services de renseignement marocains, affirment de manière constante que des liens concrets existent bel et bien. Selon eux, une coopération étroite se serait développée entre l'Iran et le Front Polisario, notamment à travers un soutien logistique et la fourniture de capacités militaires. À mon sens, si des membres du Congrès ou des responsables américains souhaitent réellement approfondir cette question, ils ne devraient pas se limiter à la lecture de l'article de Bolton, mais plutôt solliciter directement les autorités marocaines afin d'obtenir des éléments de renseignement. Je suis convaincu que le Maroc serait tout disposé à leur fournir les informations nécessaires. Dans une situation aussi sensible, il est fondamental de faire toute la lumière sur les faits. Bien, merci Ilan. Ahmed, alors quelle est votre lecture des propos d'Ilan Berman, notamment au regard du positionnement bien connu de Bolton, traditionnellement très ferme à l'égard de l'Iran? Or, paradoxalement, il adopte aujourd'hui une rhétorique qui semble épouser, voire recycler les discours séparatistes. À votre avis, s'agit-il d'une manifestation sincère de ses convictions personnelles, ou plutôt d'une prise de position mûrement réfléchie, visant à servir un agenda politique bien déterminé? John Bolton s'intéresse à la question du Sahara depuis son passage aux côtés du secrétaire d'État adjoint James Baker au début des années 2000. Or, il est important de rappeler que le Maroc n'a pas accepté les propositions formulées à l'époque par Baker, rejetant successivement deux plans.
Aujourd'hui, Bolton reprend des arguments similaires en négligeant des réalités pourtant fondamentales, notamment en ce qui concerne l'Iran. Il soutient à tort que le Front Polisario ne représente pas une menace d'adhésion à l'axe chiite en raison de l'absence d'idéologie religieuse extrémiste. Cet argument ne tient pas. L'exemple du Hamas à Gaza, mouvement sunnite, soutenu par Téhéran, démontre bien que l'appartenance confessionnelle n'est pas un obstacle à une alliance stratégique avec l'Iran. De plus, Bolton passe sous silence les déclarations publiques du Polisario en faveur de l'Iran, ainsi que les livraisons de drones iraniens destinés à cibler le Maroc. Il omet également les signes de radicalisation croissante dans certaines zones sous contrôle du Polisario, notamment le fait que l'ancien chef de Daesh au Sahel provenait de ces rangs et que les camps de Tindouf en Algérie deviennent un terreau propice à l'endoctrinement. En éludant ces faits et en attribuant unilatéralement la responsabilité de l'impasse à Rabat, tout en occultant la rupture du cessez-le-feu par le Polisario en 2020, Bolton livre une analyse partiale et désuète, empreinte d'un discours séparatiste qui ne reflète ni la complexité du dossier ni les évolutions récentes de la réalité géopolitique. Ahmed, vous qui œuvrez dans le domaine de la politique étrangère aux côtés de figures telles que Cliff May et d'autres experts, quelle a été selon vous la portée des déclarations de John Bolton? Son article publié dans le Washington Times, un média reconnu pour son influence dans les cercles conservateurs et proches de l'ancien président Trump, a-t-il eu un quelconque impact sur la position de ces milieux à l'égard de la souveraineté du Maroc sur son Sahara? Étant donné que le président Donald Trump a lui-même limogé John Bolton durant son premier mandat, il est peu probable que les propos de ce dernier aient une quelconque influence sur la vision ou la position de l'ancien président à l'égard du Maroc, notamment en ce qui concerne la souveraineté marocaine sur le Sahara. Cela dit, l'analyse de Bolton attire sans doute l'attention de l'Algérie et des acteurs hostiles aux intérêts marocains. Il convient de rappeler que la question du Sahara demeure relativement marginale dans les débats à Washington, excepté parmi quelques cercles restreints. Toutefois, les nombreuses réactions suscitées par l'article de Bolton ont mis en lumière les imprécisions qu'il contient, notamment en ce qui concerne les faits historiques, et ont révélé les contre-vérités qui y sont avancées. Son impact reste donc limité. Néanmoins, cela souligne l'importance d'apporter une réponse rigoureuse fondée sur les faits, en exposant notamment le soutien tangible de l'Iran au Front Polisario, les dérives idéologiques de ce mouvement, ainsi que la menace sécuritaire qu'il représente pour la stabilité du continent africain et pour les intérêts stratégiques des États-Unis dans la région. Ilan Berman, John Bolton a qualifié la question du Sahara de crise oubliée, une affirmation que ses détracteurs jugent réductrice, estimant qu'elle passe sous silence plusieurs décennies d'avancées diplomatiques substantielles, comme nous l'évoquons dans cet épisode. Alors à votre avis, s'agit-il d'une véritable inquiétude exprimée par Bolton ou plutôt d'une présentation volontairement biaisée des faits? Bon, je considère qu'il s'agit là d'une interprétation erronée, car l'existence de preuves concrètes de progrès ne saurait signifier que la question n'est pas prise en charge. En réalité, plusieurs décennies d'efforts diplomatiques n'ont pas permis d'aboutir à des avancées significatives, souvent en raison d'intérêts particuliers. À titre d'exemple, les autorités algériennes ont continuellement œuvré à maintenir le statu quo et à figer le conflit. Il est à mon sens essentiel d'identifier les acteurs ayant véritablement contribué à la gestion du dossier du Sahara. Bien qu'une solution définitive n'ait pas encore émergé des processus de paix internationaux ou d'un accord global, certains partis ont œuvré de manière tangible à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Il apparaît clairement que le Maroc a assumé un rôle particulièrement constructif à cet égard. Merci Ilan. Chris Lapetina, selon vous, la prise de position de Bolton dans cet article constitue-t-elle une tentative délibérée de miner la politique étrangère de l'administration Trump? Nous savons que leur relation s'est dégradée publiquement après le départ de Bolton du Conseil de sécurité nationale et que Trump lui a retiré son habilitation de sécurité. On estime également que Bolton n'a plus accès aux documents classifiés qui lui permettaient de collaborer avec les instances officielles
potentiel sur la scène internationale. Cet article est-il davantage un moyen pour Bolton de critiquer l'ancien président Trump ou sert-il plutôt les intérêts des mouvements séparatistes nord-africains? Quelle est selon vous la nature réelle de cette démarche? Écoutez, je suis en total désaccord avec Bolton. Néanmoins, je me réjouis qu'il ait pris l'initiative d'écrire cet article. Pourquoi? Parce que le public américain demeure insuffisamment informé sur cette problématique. Je suis convaincu que plus les Américains s'informeront et prendront le temps de réfléchir à cette question, plus ils percevront la justesse de la position marocaine, ainsi que la légitimité du soutien international envers le Maroc sur ce dossier. Cela contribuera à promouvoir au mieux les intérêts du peuple marocain et contribuera à renforcer l'appui des Américains à la cause marocaine. Merci Chris, nous voici arrivés au terme de cet épisode. Vous pouvez consulter une analyse approfondie de cette question sur newslook.com où l'article de Bolton est rigoureusement examiné et réfuté à l'aide de preuves et d'arguments solides, offrant ainsi une perspective équilibrée entre allégations et faits selon le rédacteur en chef. Nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode de votre programme depuis Washington et espérons qu'il vous a été enrichissant. Soutenez notre émission via les réseaux sociaux de Médien TV et n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn où vous trouverez tous les liens. Vous y découvrez également des images exclusives, des coulisses et pourrez partager vos impressions. Je tiens à remercier nos invités, Norman Rule, William Lawrence, Ahmed Sharawi, Ilan Berman, notre chroniqueur Chris Lapetina, ainsi que notre correspondante Shorok Diab. Mes remerciements également à toute l'équipe de production dirigée par le réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. À très bientôt. Washington.